Bien. Bonsoir à tous. Merci d'abord pour votre présence à cette deuxième séance du séminaire Médias et Émancipation de la Fondation Gabriel Péri. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Michel Lallemand. Michel Lallemand est sociologue du travail, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Et depuis plusieurs années maintenant, il s'intéresse à un phénomène qui a à voir de près avec la révolution numérique, à savoir le développement un peu partout dans le monde de laboratoires de fabrication collaboratifs, communément appelés hackerspace ou Fab Lab, des lieux ouverts à tous, où le travail est pris comme une fin en soi, dans une éthique de partage des savoirs et des savoir-faire, et une éthique d'entraide. C'est du moins la thèse que développe Michel Lallemand dans son dernier ouvrage « L'âge du fer » aux éditions du Seuil, une enquête en immersion dans quelques-uns de ces labos particuliers, en l'occurrence aux États-Unis. Alors évidemment, ce phénomène pose de nombreuses questions, notamment par rapport à concernant son rapport à un environnement social qui reste dominé par le capitalisme, par un système dont on sait qu'il récupère très facilement les innovations a priori les plus subversives. Voilà, mais je ne vais pas anticiper sur le débat qu'on aura sans doute dans un second temps. Je laisse tout de suite la parole à Michel Lallemand pour qu'il nous éclaire d'abord sur l'histoire du mouvement des hackerspace, du mouvement du fer en général, et qu'il nous dise surtout ce qui se joue de son point de vue dans ces espaces collaboratifs, ces communautés de travail d'un genre nouveau. Merci Laurent, bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors pour préparer cette séance, Laurent m'avait proposé 3 séries de questionnements et donc j'ai essayé de thématiser cela à partir donc de 3 points qui vont structurer donc mon exposé. Et puis Laurent, si je suis trop long, n'hésite pas à me couper pour qu'on puisse avoir du temps de la discussion. Alors, je vais commencer d'abord par dire qu'est-ce qu'on appelle, parce que je ne suis pas le seul, le monde des hackers, parce qu'il y a toute une série peut-être de malentendus à lever d'emblée sur la notion de hacker. Ensuite, je dirai 2 mots sur ce qu'on appelle le terrain, dans notre jargon de sociologue, c'est-à-dire là où j'ai mené l'enquête. Et puis après, j'essaierai de réfléchir avec vous sur le lien entre ce mouvement faire, maker, hacker, comme vous voulez, et les questions d'émancipation. Voilà, qui m'intéresse beaucoup. Donc je commence vraiment sans plus tarder pour définir l'objet qui m'intéresse sur la question du monde des hackers. Alors 2 séries de remarques. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire hacker? Je ne sais pas si vous voyez bien le rouge, c'est pas sûr. Ce que hacker veut dire. Et puis très rapidement, j'évoquerai l'idée qu'il y a peut-être une révolution productive qui se joue derrière ce mouvement-là. Alors d'abord, très clairement, c'est quoi les hackers? Qu'est-ce que hacker? Aujourd'hui, le nom que prend le mouvement social auquel je me suis intéressé peut varier. Souvent, les gens parlent de mouvement maker, donc pour dire faire, F-A-I-R-E. Il y a une histoire, en fait, qui est telle que, en réalité, je pense que le mieux, c'est de dire qu'il y a un ensemble de gens qui ont une identité qu'eux-mêmes revendiquent, qui est l'identité de hacker, et que dans ce monde-là, il y a d'un côté les pirates de l'informatique, et c'est souvent ceux-là que les médias désigne du nom de hacker, mais en réalité, c'est la pointe immergée de l'iceberg, et l'ensemble du dessous de l'iceberg qui m'intéresse davantage, ce sont les makers, donc les gens qui ont un rapport positif avec la production, qui veulent réinventer un nouveau rapport au travail, au bricolage, etc., et qui eux aussi revendiquent une identité de hacker. Donc vous voyez bien, il faut d'emblée éviter tout malentendu. Lorsque je parlerai de hacker, c'est au second, c'est-à-dire aux makers, que je vais m'intéresser. Alors, ce que hacker veut dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'abord que l'origine du mot hacker est française. Donc, même si elle a connu sa principale carrière linguistique en anglais, et hacker, ça vient de H, et ça renvoie immédiatement à l'idée d'outillage et de manipulation intelligente d'un outil pour arriver à des fins. Et pour le dire assez rapidement, mais je pense qu'on peut résumer les choses comme cela, hacker, ça veut dire bidouiller, bricoler, agencer de façon extrêmement intelligente un ensemble de matériaux hétéroclites à des fins qui n'étaient pas initialement ceux des matériaux que l'on va mobiliser. Et pour le dire encore en d'autres termes, le hacker, c'est d'une certaine manière l'anti-ingénieur.
hein, c'est l'anti-pensée de la rationalité déjà constituée, et c'est quelqu'un qui sait ruser, qui sait atteindre des fins. Voilà, donc c'est ça qui est derrière la notion de hacking. Alors je pourrais revenir dans le détail, mais juste pour vous dire que dans l'imaginaire hacker, en tout cas dans l'histoire des hackers, il y a un monsieur par exemple qui a laissé un nom qui s'appelle John Draper, que je mentionne là sur la diapo, qui était un des premiers à associer le hacking à des formes de pratiques un peu illicites. Alors son surnom dans le monde hacker, c'est Captain Crunch. Alors pourquoi Crunch? Parce que son premier hack, date du moment dans les années 60 où il y avait des paquets de céréales, vous savez, Crunch, et dans ces paquets de céréales, il y avait des sifflets en plastique. Et il s'était aperçu qu'en sifflant dans ce sifflet en plastique et qu'en portant ce sifflet près d'un appareil téléphonique, on entrait en résonance avec la fréquence qui permettait de téléphoner gratuitement. Donc vous voyez, tout simplement, c'était voilà, une façon de pirater le téléphone. Et, voilà, et donc dans l'imaginaire hacker, c'est resté quelque chose d'important. Alors, moi je me suis intéressé plus exactement à ce qu'on appelle aujourd'hui des hackerspaces. Donc on va voir très concrètement à quoi ça ressemble, mais un hackerspace, ça a 4 caractéristiques, hein, et je suis désolé, il n'y a pas de traduction française du terme de hackerspace, donc je l'ai gardé. Première chose, c'est un espace ouvert. Donc ça, c'est intéressant, c'est que normalement, un hackerspace, c'est un lieu où vous, moi, n'importe qui peut rentrer pour pouvoir disposer de ressources, pour pouvoir mener à bien des projets. Donc justement pour hacker, pour bidouiller, pour bricoler tout ce que l'on veut. Donc c'est un lieu ouvert, à la différence des entreprises classiques, hein, qui elles sont par définition des espaces fermés. Et sachant la pesanteur de l'histoire, de la conception patronale de l'entreprise comme patrimoine, donc c'est un bien fermé à soi. Là, on est vraiment à l'opposé de cette conception de l'entreprise comme espace fermé. Deuxième chose, c'est un lieu qui est physiquement situé. Alors ça, c'est important parce que ça rompt avec l'idée que la révolution numérique serait forcément un vecteur qui nous mènerait vers un monde dématérialisé, de cloud, de nuages, etc. Là, on a des espaces où on va faire avancer, si j'ose dire, le numérique, mais en le reconnectant avec des enjeux matériels, puisqu'on va utiliser toutes les ressources du numérique pour pouvoir bricoler, hacker et fabriquer des choses avec ses mains, avec des outils, des machines, etc. Troisième chose, c'est que les hackerspaces ont des statuts associatifs. Donc ils n'ont pas pour mission de produire, en tout cas ce n'est pas leur priorité, de la valeur, des richesses, ou en tout cas de faire du profit. Donc c'est vraiment un univers associatif. Et aux États-Unis, il y a un statut qui est l'équivalent de notre loi 1901, qui est le statut 501C3, qui correspond, vous voyez, à ce statut que nous connaissons bien en France. Et puis dernière chose, les hackerspaces sont des lieux où vont être véhiculés tout un ensemble de valeurs sur lesquelles je vais revenir, qu'on peut ramasser sous l'intitulé d'éthique hacker. C'est vraiment des perceptions du monde, des principes de conduite à dimension morale extrêmement forte et qui méritent d'être regardés. Alors, ces hackerspaces, en réalité, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que bien, c'est comme une famille, quoi. Il y a différents types de cousins qui appartiennent à la même famille, mais avec des variantes. Donc, la variante à laquelle je me suis le plus intéressé, c'est la variante de gauche, c'est-à-dire là, la colonne de gauche, ce sont les hackerspaces. Donc, je raconterai l'histoire dans un instant, mais on peut dire que le premier hackerspace est né dans la Silicon Valley au milieu des années 70. Et très tôt, il y a une tension qui est apparue dans cet espace premier. Donc cet espace s'appelait le Homebrew Computer Club. Je dirai en 2 mots tout à l'heure de cet espace-là. Et ce qui est intéressant, c'est que très tôt, on a vu s'affronter des gens qui voulaient pratiquer le hacking en privilégiant le libre partage, la libre circulation des connaissances, etc. Donc ce qui va donner lieu après au mouvement open source, free, etc. Et de l'autre côté, des gens qui ont dit il faut qu'on profite de l'informatique pour faire du business. Et dans cet hackerspace qui était fondateur, on a vu des gens comme Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Paul Allen qui sont venus là et qui sont vite partis en disant ouais, ok, c'est sympa tout ça, mais on va, notamment Steve Jobs, si on faisait une boîte avec une pomme dessus, je suis sûr que ça va rapporter des sous, quoi, voilà. Et donc sans quoi il ne s'était pas trompé d'ailleurs, mais très tôt, il y a une tension, vous voyez, entre des conceptions qui ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a le mouvement Fab Lab. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que le vidéoprojecteur mange un peu la diapo, mais dans la colonne du milieu, les Fab Labs sont nés beaucoup plus tard. Ils apparaissent à la fin des années 1990, au début des années 2000, au MIT. Donc, sur la côte complètement opposée
à la Californie, et ça apparaît au MIT, et l'idée c'est au départ de donner à des étudiants la possibilité de bricoler avec des machines. Et donc c'est un type qui s'appelle Neil Gershenfeld qui a ouvert un cours, et le cours c'était comment faire à peu près n'importe quoi. Et pour répondre à cette offre de cours, il a mis en place une salle avec des machines dans lesquelles les étudiants pouvaient venir bricoler à leur guise. Et ça a été un vrai succès. Et là, Gershenfeld s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'appétit, au moins de la part des étudiants, de bricolage, de retour à l'ingéniosité dans un rapport étroit avec la matière, etc. etc. Et l'idée, c'est que c'était vraiment un lieu d'innovation pure. Par exemple, un des trucs qui a été inventé au tout début dans cet espace-là, dans ce premier Fab Lab, c'était une outre à cris. C'est-à-dire une espèce d'outre, vous voyez, avec de la pelure, avec juste une poche pour pouvoir placer la bouche, et puis un petit magnétophone à l'intérieur. Et le but du jeu, c'était de crier toute sa rancœur et sa colère sans embêter son voisin. Et on pouvait se réécouter en s'enregistrant. Vous voyez, donc il y a vraiment, c'est just for fun, quoi. Hein, et c'est vraiment ça, une forme de philosophie qui irrigue largement ces espaces-là. Et puis vous avez le troisième cousin de la famille, qui est le cousin marchand, qui s'appelle TechShop, donc qui est né en 2006 dans la Silicon Valley. Et là, c'est la version marchande, si j'ose dire, de ces lieux-là. Ça marche comme des clubs de gym. Simplement, au lieu de payer pour avoir un abonnement pour utiliser la machine à faire des abdos, vous payez un abonnement pour avoir le droit d'utiliser une fraiseuse, une découpeuse, des scies, des marteaux, etc. Hein, voilà. Et donc on est là, d'emblée, ça nous renvoie à la question que Laurent évoquait tout à l'heure. Alors, ce qui est clair, en tous les cas, en dépit de ces affaires familiales, ce sur quoi je voudrais insister, c'est quand même le fait qu'il y a une connexion, on y reviendra, entre ces hackerspaces et toute l'histoire de mouvements alternatifs, notamment des hackers, qui ont été des acteurs très tôt politisés. Et parmi ce monde des hackers, il y a un hackerspace qui est célèbre dans le monde entier, à Berlin, qui s'appelle le Chaos Computer Club, et qui a un rôle important, notamment sur la scène berlinoise. Donc il s'est fait connaître au début des années 80 en hackant l'équivalent de notre système de caisse d'épargne et en montrant qu'il y avait une fragilité informatique des grandes banques. Et donc il a été hacké, je ne sais plus l'équivalent de combien de marques, donc il les a récupérés, puis il les a redonnés le lendemain pour montrer qu'il y avait une vraie fragilité dans l'architecture informatique. Et ce Chaos Computer Club est important parce qu'il structure aujourd'hui largement au niveau mondial la scène des hackers et des makers. Et régulièrement, vous avez une photo en bas là. Vous voyez, c'est le centre de congrès de Hambourg. Avec mes deux collègues avec lesquels on travaille, on a été il y a 2 ans dans ce centre de congrès où il y avait 6000 hackers qui étaient rassemblés. C'était assez impressionnant. Et vous avez vu que, vous voyez en haut, il y a un logo CCC. En fait, c'est hacké parce que c'est Centre de congrès de Hambourg. Et donc, ils ont hacké le truc en faisant CCC pour Chaos Computer Club. Donc, ça reflète bien l'esprit de ce mouvement. Voilà. Alors, la réalité de cet univers, c'est que c'est des espaces dont le nombre augmente fortement aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir parler trop longtemps. On pourra discuter sur l'importance quantitative, si vous voulez, de ces espaces. Donc, ce sont des espaces dont le nombre augmente. 2 foyers importants dans le monde, l'espace européen, l'espace nord-américain. Mais ça se développe à une vitesse grand V en Afrique et en Chine aujourd'hui. Donc, ça prend une ampleur mondiale réelle. Et ces espaces, ils ont en commun d'être dotés de machines nouvelles, parmi lesquelles la fameuse imprimante 3D, que j'imagine maintenant vous connaissez tous, et qui a notamment pour particularité de fonctionner non pas par retrait de matière comme on le faisait lorsqu'on faisait de travail industriel habituel, mais par ajout de matière. Donc c'est la production additive, puisqu'on peut imprimer des objets en plastique, en métal, en alimentaire, etc. Et donc derrière ça se joue une potentielle révolution industrielle dans la façon de fabriquer les choses, dont on n'a pas encore véritablement mesuré, me semble-t-il, aujourd'hui toute l'importance, mais dont je voudrais dire que d'emblée, elle a été récupérée par certains apologues du libéralisme économique qui voient derrière ces technologies nouvelles la possibilité de transformer tout le monde en petit entrepreneur et qui voient une opportunité, au fond, de donner un coup de volant, si j'ose dire, paradigmatique en direction d'un autre modèle de production qui romprait avec le modèle notamment du salariat. Donc vous voyez, il y a des enjeux politiques forts par-delà les caractéristiques de machines.
Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a des enjeux marchands aussi, avec l'émergence de foires autour de cette célébration de la technologie, et notamment les Maker Faire, qui sont des grands rassemblements où il y a des familles entières qui viennent découvrir les nouvelles technologies, s'initier au bricolage, etc. Ça, c'est des photos de San Matteo, mais en France, on est à la 2e édition de Maker Faire. Je crois qu'il y avait 35 000 personnes qui sont venues l'année dernière, porte de Versailles, etc. Donc ça prend, hein, ça prend. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est le terrain sur lequel j'ai été. Alors, je vais être assez rapide pour pas, encore une fois, manger non plus le débat. Donc, le point de départ, en fait, de mon terrain, c'est la baie de San Francisco. Et la baie de San Francisco, vous savez que c'est là que se situe la Silicon Valley. Donc, c'est un espace assez fascinant parce qu'à la fois, on y trouve encore toutes les traces de la contre-culture libertaire des années 60-70, et notamment à San Francisco. Et puis, vous descendez un peu, à partir, disons, de la moitié, du coup, à partir de San Mateo jusqu'à San José, c'est vraiment toute la Silicon Valley. Et donc, quand j'étais là-bas, il y avait donc ces hackerspaces que vous avez sur la carte. Je vais plutôt parler de Noisebridge, qui est représenté par la pastille rouge que vous devez deviner à gauche de l'écran. Mais avant de rentrer dans le détail, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait mon terrain, comme on dit dans notre jargon, en 2011-2012. Et lorsque j'ai fait le bilan récemment du nombre de hackerspaces dans la baie de San Francisco, vous voyez, on est passé à peu près à cette réalité-là, c'est-à-dire entre 50 et 60 hackerspaces qui, depuis, se sont montés dans l'ensemble de la baie. Donc ça continue de foisonner, et donc ça mérite, je crois, attention. Alors, je voudrais dire 2 mots de ces espaces, et plus exactement de Noisebridge, qui m'a beaucoup intéressé. Noisebridge, c'est un des plus vieux hackerspaces. Enfin, quand on se dit vieux, il date de 2007, pour être tout à fait exact. Mais dans la baie, c'était un hackerspace pionnier, et aujourd'hui, il est connu mondialement. Et notamment, une des raisons, c'est qu'un des cofondateurs, qui s'appelle Jake Applebaum, est un proche de Julian Assange. Et donc, Jake Applebaum travaille à Wikileaks. Vous voyez, donc il est très, très branché aussi avec ces milieux hackers. Donc, un hackerspace comme Noisebridge, ça ressemble à peu près tout bêtement à ça. C'est-à-dire que, d'abord, c'est dans une rue principale de San Francisco, qui s'appelle Mission Street, qui est une rue plutôt populaire, avec une forte tonalité hispanique. Il y a pas mal de blacks qui font la manche, donc on est vraiment dans l'univers de San Francisco. Et le hackerspace s'est installé au 2e étage d'un petit immeuble, qui est un ancien atelier comment dire, non pas de couture, mais de production textile. Et dès que vous rentrez dans l'atelier, dans Noisebridge, il y a une petite feuille sur le côté que vous pouvez deviner là. Et ce que dit cette petite feuille, c'est comment se comporter en cas de venue du FBI. Donc vous voyez, ça donne d'emblée la tonalité de l'affaire. Et pourquoi ça? C'est parce que le FBI est surveille, si j'ose dire, ces lieux-là, et notamment Noisebridge, parce que Noisebridge est un lieu qui gère un réseau international dont vous connaissez peut-être l'existence, qui s'appelle Tor, c'est-à-dire The Union Router. Et en grosso modo, c'est un système qui vous permet de naviguer librement sur Internet sans être repéré. Et donc, c'est la philosophie de la liberté sur le net, d'échanges sans être surveillé par l'État, qui motive ces hackers. Et donc, bien sûr, ça énerve beaucoup le FBI qui vient régulièrement contrôler ce qui s'y passe. Mais en réalité, Noisebridge, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais grosso modo, imaginez un espace comme celui-ci. Enfin, Noisebridge, c'est plus grand, ça fait à peu près 500 mètres carrés, un grand plateau de 500 mètres carrés, et dans lequel il y a une accumulation de matériel. Donc, vous avez tout et n'importe quoi, des vieux ordinateurs, des vieilles casseroles, des oscilloscopes, enfin, etc. Tout ce qui peut être récupérable et bidouillé et remis au goût du jour, etc. Et dans ces espaces-là. Donc, il y a une espèce de volonté de bidouille qui est massive. Alors, pour être peut-être plus précis, vous voyez, vous avez un plan de l'espace que vous avez là. Et ce plan, il montre qu'en fait, ces espaces, Noisebridge comme ailleurs, sont organisés par coins. Pour traduire ce que disent les Anglais corner. Donc vous avez un coin, par exemple, imprimante 3D, où il y a des gens qui régulièrement viennent bidouiller des choses avec leur imprimante 3D. Vous avez un coin espace, Space Bridge, où l'idée c'est de dire, on va envoyer des choses dans l'air et puis on verra bien ce que ça donne, on envoie des téléphones, etc. Vous avez un coin couture, et donc les hackers récupèrent des vieux vêtements,
et puis ils en refont des nouveaux. Ils imaginent des croisements entre, je sais pas quoi, des LED et puis des vêtements, etc. Donc ils bidouillent, vous voyez, hein, dans ce domaine-là. Vous avez un coin où il y a tout le cirque des membres qui est entassé. Il y a un coin bibliothèque avec des ouvrages techniques et politiques, essentiellement à sensibilité anarchiste. Il y a un coin photo, où on peut faire de l'argentique. Il y a un coin où on peut bidouiller de l'électronique. Il y a un coin cuisine. Et puis en haut à gauche, vous le voyez peut-être, il y a 2 salles qui sont Turing et Church. Donc c'est pas une église, hein. C'est le nom de 2 informaticiens extrêmement connus. Et donc ça dit bien qu'on est là vraiment dans un univers qui vient, hein, de la culture informatique. Et puis vous avez le Dirty Shop. C'est-à-dire le Dirty Shop, c'est là où vous avez le marteau, les scies, etc. Donc le truc classique pour bidouiller. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, la première chose importante à dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que hacker, ça veut dire déjà faire des choses pour le plaisir. C'est vraiment retrouver le sens du travail, le travail qui en lui-même sa propre finalité, hein, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est la définition du faire, c'est un travail qui trouve en lui-même sa propre finalité. Donc on ne travaille pas pour quelqu'un, on ne travaille pas sous la pression du marché, etc. On bidouille parce qu'on a envie de bidouiller. Et par exemple, cette dame-là que vous voyez en haut, quand je l'ai prise en photo, avec son accord, elle était en train de fabriquer un espèce de détecteur de fausse monnaie. Donc elle a pris une boîte de conserve, elle a lié un cordon avec un petit moteur qui tourne au bout, et le but du jeu, c'est que quand on met une pièce dans la boîte de conserve, ça tourne si la pièce est bonne. Voilà, hein. Mais il n'y avait pas d'enjeu monétaire derrière tout ça. Par ailleurs, elle gagne très bien sa vie. Elle est responsable dans une boîte de jeux vidéo au cœur de San Francisco. Mais vous voyez, il y a l'idée qu'on va redécouvrir le plaisir de faire sans contrainte, hein, voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des choses, d'autres types de choses qui se font. Par exemple, cette dame-là, que vous voyez là, alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose, bon, mais je mets quand même la vidéo. C'est une jeune fille qui est ingénieure spécialisée en neurosciences à l'université de Berkeley. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même pas la MJC de garage. Et ce qu'elle raconte, c'est que dans son boulot, elle est trop cadrée par des programmes de recherche qu'on lui impose, et donc elle vient continuer d'autres choses dans son domaine, les neurosciences, et notamment l'idée, là, elle développe un programme pour pouvoir utiliser les neurosciences pour faire bouger un fauteuil handicapé. Hein, donc vous avez aussi des recherches qui sont menées et qui ont des impacts de haut niveau. Et puis, on est quand même aux États-Unis, donc il y a des formes de business aussi qui se développent dans ce type d'espace. Autre cas d'école, c'est ce monsieur-là. Donc le monsieur, alors il a la tête coupée mais vous voyez, parmi les gens qui sont là, donc le monsieur du centre est un jeune garçon qui est venu du Canada à Berkeley. Il voulait faire des études d'informatique. Ça ne lui est pas plu du tout, la façon dont l'université américaine était organisée. Et du coup, il est venu à Knightsbridge pour développer ses propres projets. Et son projet, c'est de créer un jeu vidéo qui s'appelle Code Hero. Mais ce jeu vidéo, il a pour caractéristique que c'est un jeu vidéo pour apprendre soi-même à faire des jeux vidéo. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est vraiment l'apprentissage de l'autonomie à travers la socialisation à la technique informatique. Et d'ailleurs, du coup, ça a bien marché. Il a eu des pages entières dans la presse économique américaine et il a monté une petite boîte. Il a embauché ses copains de Knightsbridge, il a monté une start-up et aujourd'hui ils vivent en communauté dans une maison bleue à San Francisco. Hein, et c'est vrai. Hein. Voilà. Donc vous voyez, on a aussi ce type d'histoire et à côté de ça, on a des activités. Je vous dis, il y a des activités, on hack de la cuisine, donc on fait de la cuisine hacker, on fait des vêtements, etc. Donc vous voyez, tout est possible depuis les choses les plus fun jusqu'aux choses qui peuvent avoir des débouchés en termes de business. Et puis, dernier élément qui est important, c'est que Knightsbridge, c'est un endroit où, comme tous les autres hackerspace, il y a des cours, et ce sont des cours gratuits. Et donc, tous les soirs, il y a des cours d'informatique, de C++, de Python, de Perl, tout ce que vous voulez, de front web development, etc., qui sont offerts à qui le veut par des gens qui sont bénévoles. Et derrière tout ça, il y a une philosophie, c'est que tout le monde a des compétences, tout le monde sait quelque chose, et qu'il y a une espèce d'injonction morale dans ces espaces à partager ce que l'on sait. Hein. Donc on casse d'une certaine manière la hiérarchie habituelle du monde entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Hein, et on remet en scène de façon horizontale le partage des savoirs. Alors, deuxième question assez rapide, c'est qui sont ces gens ?
On pourra y revenir peut-être dans le débat, parce que ça, mais en tout cas, les hackers de Noisebridge sont plutôt des jeunes hommes blancs. Et bon, on est quand même dans une réalité américaine, et donc la question de la race n'est quand même pas mineure. Trentenaires pour l'essentiel, célibataires souvent, et qui ont une formation technique. Bon, alors ça ne veut pas dire que le destin du mouvement maker va se limiter à ces gens-là, mais disons qu'il y a une forme d'avant-garde qui a été portée par ce type de profil sociologique qui a lancé ce mouvement de hackers et de hackerspace. Origine sociale, c'est souvent plutôt des gens de classe moyenne, et plus exactement, et ça m'a vraiment sidéré, parce que j'ai fait des histoires de vie avec, j'aurais demandé de raconter leur histoire, d'où ils venaient, etc. Et souvent, le père venait, ou plutôt avait un statut d'ingénieur, et très tôt a amené un ordinateur à la maison, ce qui fait que ces hackers ont été sensibilisés très tôt à la question technique en manipulant en fait des ordinateurs. Et puis, côté féminin, souvent la mère a fait des études ou a eu des activités de type artistique. Et c'est quand même pas rien, parce que il se trouve que le monde hacker veut réinventer le travail en articulant le technique et l'esthétique. Ça fait partie des valeurs centrales du monde hacker. Donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Troisième chose, mais ça on pourra y revenir peut-être dans le débat, ce sont des gens qui ont toujours été très mal à l'aise dans le système scolaire institué. Donc souvent ils ont arrêté leurs études à l'équivalent du bac ou juste quelques années après le bac. Et puis à Noisebridge, c'est très américain parce qu'on a des espaces où il y a une vraie fluidité sociale. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont ingénieurs chez Google, donc vraiment le top du monde informatique, qui font des projets avec des gens qui sont homeless. Donc ça, j'ai jamais vu ça en France. Donc il y a une forme de brassage social qui est assez surprenant d'un point de vue français. Voilà, mais on pourra y revenir si vous voulez. Troisième chose que je voulais dire, comment ils s'organisent. Alors, on a affaire, au sens américain du terme, à des communautés. Alors je dis au sens américain du terme, c'est-à-dire que le terme américain de communauté signifie ce sont des groupes aux frontières relativement perméables et que les gens peuvent appartenir à différents espaces. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous avez un gamin qui est dans une école, il y a la communauté de l'école. Vous fréquentez un magasin, il y a la communauté des consommateurs de ce magasin-là. Vous voyez, donc c'est vraiment au sens relativement souple. Ceci étant, à Noisebridge, comme dans les autres hackerspaces, on a affaire à des gens qui se voient régulièrement, qui utilisent un espace, des machines. Il y a un noyau dur de personnes, à peu près quarantaine de membres. Il y a souvent des utilisateurs. Les soirs où il y a beaucoup de monde, il peut y avoir une centaine de personnes dans l'espace. Donc il faut des règles. Alors, au départ, ils vous disent, nous, on est des anards, on n'a pas de règles. On n'a pas de règles. On a juste une règle, je ne sais pas, vous voyez, mais en anglais, c'est « Be excellent to each other, dudes », qui est une citation d'un film américain assez connu. Donc, pas de règles. Sauf celle-là, quoi. Soyez cool avec les autres, en gros. En France, il y a le premier hackerspace qui s'est monté, qui est le TMP Lab. Son règlement intérieur, c'est le suivant, c'est règle numéro 1, fait en sorte qu'il n'y ait pas de règle numéro 2. Donc, vous voyez bien l'esprit, en tout cas que formellement, ils mettent en évidence lorsqu'on les interroge. En réalité, on s'aperçoit que ce sont des espaces où il y a plein de règles. Et par exemple, une des règles de ces espaces-là, c'est qu'on ne dort pas sur place. Donc les gens ne vivent pas 24 heures sur 24 ensemble. Et vous comprendrez aisément, notamment pour Noisebridge. Noisebridge, je vous l'ai dit, c'est quand même un quartier où il y a pas mal de homeless dans le coin. Et quand un homeless sait qu'il y a un endroit ouvert où il fait chaud et il y a une cuisine, c'est assez normal qu'il soit tenté d'aller rejoindre cet espace qui, par ailleurs, affiche des valeurs alternatives. Et donc, le problème, c'est comment gérer ça au quotidien. Et notamment, l'idée, c'est qu'on ne dort pas pour éviter notamment que la visée initiale du lieu soit dévoyée. Alors, je pourrais vous raconter 1000 histoires, mais la chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même deux principes de base dans un endroit comme Noisebridge qui le rend assez original. Première chose, c'est qu'il y a un principe de décision par consensus. Tous les mardis soirs, l'ensemble des gens de l'espace, les membres, comme les autres d'ailleurs, si vous passez dans la rue, vous pouvez monter, il n'y a aucun problème, se rassemblent, discutent des affaires de l'espace et les décisions sont prises au consensus. Alors on pourra revenir là aussi dans le débat, parce que ce qui m'a beaucoup sidéré, c'est de voir la technicité maîtrisée par ces gens-là pour pouvoir arriver à des types de décisions au consensus. Et ce que vous voyez là, ce que vous devinez là, c'est en fait la couverture d'un livre qui fait à peu près 150 pages, qui circule dans la baie de San Francisco, dans tous les groupes alternatifs, pour expliquer comment gérer un groupe pour arriver
à le faire mûrir, ou en tout cas qu'il y ait une vraie dynamique pour arriver à une décision par consensus, pour éviter justement qu'une majorité écrase une minorité. Et puis, deuxième principe, c'est la duocratie. On est chez des gens qui mettent en valeur le faire, la pratique, le bidouillage. Et donc l'idée, c'est que est légitime celui qui fait. Si je veux bouger le micro de 2 cm, je prends l'initiative, j'ai raison, je suis légitime parce que j'ai pris l'initiative. Au quotidien, tout ça s'articule parfois de façon un peu problématique. Vous voyez bien, je prends juste une illustration que j'ai développée dans le bouquin. À un moment donné, il y a un jeune garçon qui, dans l'espace, s'est dit, tiens, si on bougeait l'étagère des membres, avec tout leur bordel, tout ce qu'ils sont en train de faire, et qu'on le mettait de l'autre côté, peut-être qu'on gagnerait 2 mètres carrés d'espace supplémentaire. Il fait ça un jour, résultat des courses, c'est le bordel intégral dans tout l'espace. Plus personne n'y retrouve ses petits, les objets sont dans tous les sens, etc. Tout le monde hurle, et donc le mardi qui suit, au moment de la réunion, le mec est là, on lui tire les oreilles en public en lui disant « mais qu'est-ce que t'as fait, ça va pas ?» Tout le monde ira, plus personne n'a retrouvé ses affaires, etc. Le mec dit « oh, mais moi je suis un hacker, j'ai hacké le hackerspace, et voilà comment on me traite, je me mets en grève de la faim. » Donc vous voyez, donc total, discorde, tension, etc. Mais la chose intéressante, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des groupes qui essayent de mettre en musique, au nom d'une éthique hacker, de nouveaux principes de gestion d'espace, sur des principes d'horizontalité, mais que forcément le conflit est au rendez-vous. Et les hackers aiment beaucoup utiliser la technique, y compris pour s'observer eux-mêmes. Et donc à Noisebridge, ils ont inventé un petit instrument qui s'appelle le dramamomètre, c'est-à-dire le conflictuomètre, si vous voulez, c'est-à-dire une espèce d'instrument qui prend la température des conflits du travail dans l'espace. C'est une façon de mettre à leur propre service leur philosophie de l'émancipation à l'aide de l'usage de la technique. Et à un moment donné, je me suis intéressé notamment à ce qui se discutait dans la liste de diffusion de l'espace. Au départ, je me dis, voilà, on a des mecs qui sont spécialisés de technique, qui se revendiquent canards, ça va discuter technique et politique. En réalité, non. Alors, vous ne voyez pas, mais les 2 principaux items de discussion et qui font à peu près la moitié des thèmes de discussion, c'est la vie quotidienne. C'est-à-dire qui va sortir les poubelles, qui va payer le loyer, qui va gérer le type qui vient squatter l'espace alors qu'il ne devrait pas, etc. Donc ça suppose un travail du collectif sur lui-même pour pouvoir mettre en œuvre au quotidien ces principes de régulation alternative. Voilà. Donc ça, c'est un autre résultat que je voulais vous donner. Alors, je vais aller assez vite parce que j'ai peur que le temps file, et puis... Oui, ça va? Oui, ça va. J'avais quand même une 3e partie aussi, donc... juste dire que ce sont des espaces, par ailleurs, c'est ma dernière mention, là, sur cette 2e partie, qui se créent des identités collectives. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette identité collective, elle se construit en référence à des organisations standards, des entreprises, des bureaucraties, tout ce que vous voulez, mais en subvertissant par moments les principes de fonctionnement de ces organisations. C'est ça vraiment un des résultats qui m'a beaucoup frappé. Alors d'abord, une vraie identité, parce que tous ces espaces ont des noms. Noisebridge, HackerMams, The Crucible, Ace Monster Toys, bon, des noms un peu bizarres, mais comme une boîte ou comme un parti politique, un syndicat, on se donne un nom. Donc on se crée une identité collective. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une éthique forte, je vais y revenir dans un instant, et l'éthique hacker est très importante dans ces milieux-là. Je vais y revenir dans un instant. Il y a des façons de parler qui sont assez originales et qui sont largement héritières de l'histoire du monde hacker lui-même. Par exemple, lorsqu'on veut dénoncer quelqu'un qui pourrit une discussion dans des échanges d'emails, on dit que c'est un troll. Voilà, donc ça fait partie du langage habituel. Il y a des codes vestimentaires. Alors à Noisebridge, on est quand même à San Francisco. Le code habituel, c'est plutôt d'avoir les cheveux bleus et un t-shirt bouchonné. Et donc moi, je m'habille toujours de la même manière, donc à peu près comme ça. Chez mes collègues plutôt bien mis, on m'explique qu'un jour, il faudrait que je grandisse en mettant des cravates. Et chez eux, c'était « tu sors du bureau pour être bien habillé comme ça ». Vous voyez, donc il y a des calages quand même qui sont assez intéressants. Et puis il y a des rites qui servent à cimenter ces communautés-là. Alors, un des rites assez intéressant, c'est le 5 minutes de gloire, 5 minutes of fame. L'idée, c'est de proposer à qui le veut d'intervenir pour parler du sujet qu'il veut pendant 5 minutes. Et donc, tous les jeudis soirs, enfin une fois par mois plus exactement, eh bien, il y a 10 personnes qui vont se succéder les unes après les autres pour parler de ce qu'elles veulent. Exemple typique, il y a un mec, je sais pas quoi, qui vous dit, voilà, j'ai inventé une guitare qui fait du couscous. Je vais vous présenter ça, et puis si vous avez des idées, ça m'intéresse.
hop, ensuite il y a quelqu'un qui passe derrière et qui va vous expliquer l'histoire du mouvement noir aux États-Unis, voilà, parce qu'il y a une sensibilité politique. Après, il y a quelqu'un, et ça c'est vrai, qui passe et qui va vous montrer un modèle mathématique, parce qu'on est quand même chez des scientifiques, pour pouvoir optimiser le choix du conjoint. Voilà, vous voyez donc ce genre de choses, et ça ouvre des débats assez rigolos, hein, et ça permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, de se mettre en scène, et puis de donner à voir à la fois leurs idées, leurs innovations, leurs questionnements, etc. Voilà. Bon, et puis il y a toute une série d'autres choses que... voilà. Alors, je voudrais finir, ça sera mon troisième point, sur les enjeux d'émancipation, hein, autour de ce mouvement Maker, ce qui va revenir aux questions notamment que Laurent avait posées. Alors, ces enjeux d'émancipation, d'abord, ils sont liés au fait, je le disais, que ce mouvement est basé sur une éthique forte et qui irrigue largement les pratiques, hein. Alors, cette éthique, on en voit la formalisation à un moment assez précis, qui est 1984, avec la publication d'un ouvrage qui a été signé par un journaliste qui s'appelle Steven Levy, et qui est très connu du monde hacker, et dont la traduction, c'est à peu près, je crois, c'est 2012 en France, pour vous dire à quelle vitesse on va, nous, hein, pour suivre l'actualité américaine. Et cet ouvrage formalise, d'une certaine manière, les choses qui se discutaient depuis très longtemps dans le monde hacker, en disant, voilà, ce en quoi nous croyons, et ce qui fait notre identité collective de hacker. Alors, premier principe que vous avez sous les yeux, c'est que toute information doit être libre. Et donc, il y a l'idée qu'on peut échanger ce qu'on fait, ce qu'on trouve, etc. Et ça va donner, après, tout le mouvement open source, free, avec des subtilités, etc., qui héritent largement de ça. Deuxième principe, c'est une remise en cause systématique de toute forme d'autorité organisationnelle. Et donc, une défiance absolue, notamment vis-à-vis des bureaucraties. L'ennemi absolu du hacker, c'est IBM. Voilà, c'est ça que ça veut dire en réalité. Donc, au mode d'organisation centralisé, bureaucratique, hiérarchique, il faut opposer des formes d'organisation locales, horizontales, etc., autogérées, pour le dire d'un mot, même s'ils n'utilisent pas le terme, et c'est ça qui est porté. Troisième chose, c'est le refus de toute forme de stigmatisation, de race, de classe, de genre, etc., pour dire le seul critère pour juger quelqu'un, c'est son efficacité. Donc, est-ce que c'est un bon hacker ou un mauvais hacker? C'est ça la seule critère qu'on peut utiliser pour juger quelqu'un. Ensuite, il y a l'idée que l'ordinateur et tout, de manière plus générale, le hack, ça permet de faire de jolies choses. Et donc, il y a une réflexion sur le travail. Pour dire un vrai travail, c'est un beau travail. Et donc, alors je ne sais pas si je l'ai là, mais j'avais une illustration où on passait de 8 lignes de code à 2 lignes de code en Perl. Et ça, c'est très joli pour un hacker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une capacité à faire quelque chose de beau en inventant une forme d'esthétique de l'ascétisme, si j'ose dire. Hein. Ce qui renvoie d'ailleurs dans la tradition américaine à l'ascétisme des Shakers, hein, qui sont réputés justement pour avoir inventé des beaux meubles, parce que ce sont des meubles très, très, très à la fois esthétiques et ascétiques à la fois. Bon, enfin bref. Et puis, dernière chose qu'on peut discuter, mais qui est très très fort dans la tête des hackers, c'est l'idée que la technique est un instrument d'émancipation sociale. Il y a l'idée vraiment que l'outil, l'objet, etc., c'est ce qui va nous permettre de nous libérer. Et donc ça, bon, alors on peut le discuter, mais en tout cas, c'est extrêmement important dans l'univers des hackers. Alors cette éthique, elle a plusieurs racines. La première racine, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est l'invention du premier hackerspace dans la Silicon Valley au milieu des années 70. Et l'histoire, pour être tout à fait exacte, c'est l'arrivée d'un micro-ordinateur dont vous avez, peut-être vous pouvez le voir en haut à gauche là, c'est le Altair 8800. Et pour la première fois, il y avait possibilité de commander des pièces d'un ordinateur et de le monter par soi-même chez soi. Donc c'était vraiment une vraie révolution, 75. Et là, dans la baie, qui est peuplée d'ingénieurs, qui travaillent pour des grosses boîtes, notamment de l'armée, il y a des gens qui vont se rassembler dans un garage, qu'on devine à peine là-haut, dans la baie de San Francisco, et qui vont lancer ce club, qui est le premier hackerspace en 75. Et là, vous voyez, il y a des photos hier et aujourd'hui, donc les anciens, et puis ils se sont retrouvés il n'y a pas très longtemps, et vous voyez là, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, mais ce monsieur avec la barbe, c'est Steve Wozniak, qui est revenu fêter la naissance du Homebrew Computer Club. Je rappelle que Steve Wozniak, c'est celui qui a inventé le Apple. Hein. Steve Jobs n'a rien fait du tout, si ce n'est faire le package. Mais en tout cas, voilà. Donc, vraiment, et je le redis à dessein, dès cette période-là, on a eu une tension entre ceux qui voulaient valoriser jusqu'au bout l'éthique hacker en disant
la liberté de partage des connaissances, c'est ça qui est important. Et les autres, à commencer par Bill Gates, qui va faire en 1976 une lettre qu'on appelle la lettre aux hobbyistes, en disant « Les mecs, pour votre Altair 8800, je vous ai fait un programme en Fortran, je vous l'ai distribué, personne ne m'a payé. Ça serait bien que vous me donniez 10 $ chacun. » Bien évidemment, personne n'a payé. Et donc, Bill Gates est parti faire ses affaires comme on sait, quoi, hein. Mais il y a une tension vraiment très forte, dès le départ, à partir de cette même matrice culturelle issue de l'informatique. Alors, cette matrice, elle a été alimentée également par la contre-culture libertaire de Californie. Et notamment, vous avez un monsieur qui est très important, qui s'appelle Steve Brand. Et ce Steve Brand était un type qui était biologiste, photographe, etc., dans les années 60, et qui était une des figures de proue de la contre-culture libertaire dans la baie de San Francisco dans les années 60. Il organisait des fêtes où on mangeait de la glace au LSD, en chassant les effets en rose, en écoutant la musique alternative, hein. Et surtout, il est connu pour avoir créé ce catalogue, qui est devenu mythique aussi dans l'histoire des makers, qui est le Whole Earth Catalogue. Et ce Whole Earth Catalogue, je passe sur l'origine du nom, bon, je pourrais vous le lire si vous voulez, mais c'est un peu notre vieux catalogue, vous savez, de la manufacture de Saint-Étienne, hein. Vous trouvez tous les objets possibles et imaginables, et l'idée c'est que, eh bien, il fallait recenser l'ensemble des objets dont on pouvait équiper les individus dans le Far West des États-Unis pour émanciper les gens, pour les rendre responsables, autonomes. Et donc, vous avez du marteau au four solaire, tous les équipements possibles, hein, pour pouvoir dépasser des nouvelles frontières, pour gagner en émancipation et en contrôle de soi et de la nature. Voilà, donc il y a très tôt une espèce de religion de l'objet que l'on retrouve aujourd'hui, d'une certaine manière, dans le mouvement hacker et maker. Alors, pour la petite histoire, Stewart Brand est aujourd'hui un des théoriciens du libéralisme économique le plus échevelé de la vallée de la Silicon Valley, hein, et donc il ne croit plus du tout à ces... Il était écolo, il n'y est plus, il ne jure que par le marché et par la libre entreprise, etc. Donc ce qui est quand même assez intéressant, et en tout cas mérite d'être regardé. Alors, ça m'amène, pour le coup, et ça sera mon dernier point, hein, pour aborder le débat, le rapport au marché, précisément, de tous ces espaces-là, parce que c'est une question que Laurent posait. Alors, je vais peut-être lancer des trucs, et puis on reviendra peut-être dans la discussion, pour dire que ce rapport marché, il est assez compliqué, mais mérite d'être regardé. Première chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises sont intéressées par ce mouvement maker, hein. La toute première qui a capté les valeurs alternatives qui étaient portées par ce mouvement hacker-maker, c'est Google, hein. Google, comme vous le savez peut-être, a lancé il y a quelques années une expérience en disant... Voilà, on va prendre une partie de nos ingénieurs, on va leur donner 20% de leur temps où ils font ce qu'ils veulent. On leur donne aucune consigne. Et puis, vraiment, ils développent ce qu'ils veulent, quoi. Bilan a été fait 2 ans après, et Google s'est aperçu que 50% des produits qui étaient dans le pipe, si j'ose dire, venaient de ces 20% de temps libéré. Donc Google a bien compris qu'il pouvait y avoir un intérêt marchand à libérer la créativité en déconnectant le travail immédiat des gens de toute forme de contraintes, de clients, etc. Mais il y a une forme effectivement de captation. Bon. Aujourd'hui, les hackerspace, mais je pourrais vous en dire plus long, aujourd'hui ont un certain succès dans les entreprises françaises. Alors en France, on ne parle pas trop de hackerspace, on parle surtout de Fab Lab, parce que hacker, ça sonne toujours un peu, pas très bien. Et donc Saint-Gobain, Orange, la SNECMA, etc., ont aujourd'hui leur Fab Lab et s'accommodent, hein, de ces lieux-là pour des raisons notamment qui visent à redonner du souffle à l'innovation, aux capacités de créativité dans des espaces qui sont quand même phagocytés par, encore une fois, des formes de régulation organisationnelle qui sont très bureaucratiques. Hein, voilà. Mais on pourra entrer dans le détail si vous le voulez à ce sujet. Alors, donc ça c'est très clair. Mais en même temps, je voudrais dire 2 choses pour éviter, parce que, en tout cas, je vois bien ce qui peut vous préoccuper. En tout cas, Laurent, oui. Dire, est-ce que ça va être récupéré par le capitalisme, quoi. Mais je voudrais d'emblée dire 2 choses pour pouvoir mettre dans le débat. Première chose, c'est que quand on est aux États-Unis, c'est pas forcément ce débat-là qui apparaît, du moins chez les makers ou chez les hackers eux-mêmes. Je prends le cas d'une manif à laquelle j'étais quand j'étais à San Francisco au moment de la loi SOPA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y avait un projet de loi SOPA et le gouvernement américain voulait limiter les libertés sur Internet.
Donc, manif devant la mairie de San Francisco, il y a des Anonymous qui sont présents, des gens, des hackers, hein, je reconnais pas mal de gens quand j'y vais, de Noisebridge, etc. Il y a ce monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Craig, qui prend la parole. Craig, c'est l'inventeur de la Craigslist, hein, qui est très connu, bon là. Et à un moment donné, il y a un type qui monte sur l'estrade, donc forme de manifestation classique, etc., et pour proposer aux gens qui sont présents de répéter après lui un slogan. Et le slogan utilisé, c'est « On ne veut pas de SOPA, nous sommes des entrepreneurs ». Voilà, hein. Donc vous voyez, donc une forme de réaction sociale, manifestation sociale au nom de l'entrepreneuriat, y compris de la part de gens qui portent le masque Anonymous, hein. Donc, ce qui veut dire que ça renvoie à une espèce de matrice commune que l'on trouve en tout cas très clairement en Californie. Cette matrice, elle est fondée sur la valeur centrale qui est la valeur de la liberté, mais elle peut se décliner en liberté politique. Il faut que Internet soit un espace de liberté absolue, etc. On ne veut surtout pas de contrôle, etc. Ou elle peut basculer du point de vue de la liberté économique et donner toutes les formes d'engagement capitalistique dont les grosses boîtes de la Silicon Valley sont bien représentatives. Donc vous voyez, en tout cas du point de vue américain, la question se pose plutôt en ces termes-là. Bon. Et puis troisième chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête que l'autre ennemi, si j'ose dire, des hackers, c'est quand même non pas simplement la récupération par le marché, c'est la mainmise de l'État. Hein. Et là, un des trucs qui fait frémir beaucoup de hackers, c'est le fait que l'armée américaine reprenne aussi à son compte les modèles de Hackerspace, de Fab Lab, etc. Il y a eu des gros débats parmi les hackers dans la Silicon Valley à un moment donné, quand la DARPA a voulu, et de fait l'a fait, financer Mais que faire, hein, donc Mais que faire qui est vraiment la grosse fête, la grosse foire aux makers, et puis la DARPA qui est l'agence américaine de l'armement, donc l'équivalent de notre ministère de la Défense pour faire vite, s'est dit c'est intéressant ce qui se passe là, on va financer, etc. Et ça a clivé complètement le monde des makers pour savoir s'il fallait ou pas continuer à aller fréquenter ces lieux-là où l'armée commençait à poser la main, quoi. Voilà. Alors, on va pouvoir, je vais m'arrêter, je te promets, mais juste dire quand même qu'il y a quand même un esprit qui demeure fort et que notamment sur les pas d'un hacker international très connu qui s'appelle Richard Stallman, que vous connaissez peut-être, hein. Là c'est une photo quand il était venu à Noisebridge, ça va alimenter l'ensemble des jeunes hackers qui étaient là, parce que c'est une idole, quoi, hein. C'est le Johnny Hallyday du hacking, si je puis me permettre cette comparaison un peu osée, mais bon, vraiment, hein. Et Stallman demeure un militant donc, du free, hein, du refus de toute prise en main, hein, par des intérêts étrangers justement à l'éthique hacker, à tout. Donc il reste quand même des militants pour pouvoir justement éviter ces formes de captation de l'héritage hacker au profit d'intérêts économiques particuliers. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis on va pouvoir rentrer peut-être dans la discussion parce que j'ai fait peut-être poser déjà en plus que une autre chose. Okay. Voilà, merci à vous.